Palme d'Or revient au metteur en scène de Triangle. C'est non. Qui viennent me voir, c'est une merde, Noé. Je vous parle de solidarité avec les étudiants et vous me parlez travelling et gros plans. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Vive le cinéma! Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Cannes, jour 4 au programme de ma compétition parallèle spéciale à laquelle, je vous rappelle, je suis le seul à avoir accès sur la foi de la qualité exceptionnelle de mes prestations orales. La cringène de la cringe-tic. Vous le savez, j'ai pu voir hier Tata. François Ozon adapte un fait divers obscur des années 50 avec Isabelle Huppert dans le rôle d'une tante qui empoisonne sa famille au gratin dauphinois. Elle ne cligne pas des yeux pendant 47 minutes consécutives. C'était ce que disait le communiqué de presse. J'ai chronométré, c'est exactement 47 minutes. À la 48e, elle cligne et toute la salle a sursauté comme un seul homme. Alors disons les choses, Tata est probablement le meilleur film jamais réalisé sur un gratin dauphinois. C'est d'ailleurs probablement le seul. 3 personnes sont sorties, une est revenue. Elle avait l'air encore plus traumatisée qu'à son départ. Le film se termine sur Huppert qui sourit, premier sourire en 2h31. La salle a applaudi 14 minutes. Personne n'a osé partir avant elle. Aujourd'hui, alors j'ai la chance insigne et je suis très très heureux de pouvoir voir le nouveau et peut-être tout dernier film d'un géant du cinéma, Francis Clint Scorsese. Elle, le silence et moi. Francis Clint Scorsese, 84 ans, signe ce qu'il annonce comme son dernier film peut-être. Il s'agit d'un drame intimiste sur Maestro, un réalisateur octogénaire qui se lie d'une amitié pure, entre guillemets, avec Iris, jouée par Léa, 19 ans, premier rôle découverte sur Instagram, une étudiante en cinéma fascinée par son œuvre. Le film comporte 14 scènes où Iris se change par hasard devant Maestro, 6 scènes de bain symboliques et un plan séquence de 7 minutes où elle écoute Maestro parler de Bergman en débardeur beaucoup trop fin. Voilà, j'ai hâte d'aller voir ce monument. Et c'est pas celui qui est présenté en 4DX? Oh non. Comment ça va les amis ce 4e jour? Quels sont les symptômes? Bah mieux que toi. Déjà. Ouais. Non, moi j'ai bien envie de voir ta compétition à toi. Le silence et moi, non, je suis pas sûr qu'il ait envie de voir ce film. Je t'assure, t'as pas envie de voir le Ozon. C'est clair. J'ai rarement envie de voir le Voilà, c'est ça. Peu importe. Allez, au programme aujourd'hui, la terre-mère-père, une orange bien pressée à l'hôpital, un garçon bouché bien embouché. Mais on commence par le retour sur la croisette de Zaza, notre comtesse Spermula à nous. She doesn't feed only on blood. À l'occasion de la montée des marches du nouveau film du réalisateur iranien Asghar Farhadi avec son casting royal de luxe. Virginie Efira, Pierre Ninet, Vincent Cassel, Isabelle Huppert et même Catherine Deneuve. C'est un peu notre hit à nous, le choc des titanes. Sylvie, une écrivaine célèbre en manque d'inspiration pour un nouveau roman, se met à espionner ses voisins d'en face, s'inspirant des problèmes conjugaux du couple pour créer ses personnages. Parallèlement, pour l'aider à gérer son quotidien, Sylvie engage pour un jour le jeune Adam, joué par Adam Bessa. Elle ne se doute pas qu'il va bouleverser sa vie et son travail. Très vite, les frontières entre la fiction de Sylvie et la réalité s'estompent. Le film sort aujourd'hui en salle. Nous allons donc y consacrer un peu plus de temps qu'à l'accoutumée. Qui veut commencer Simon? Eh bien, ce film, c'est un peu une leçon de cuisine. Je sais pas pour vous. Le gratin dauphinois? Ouais, notamment, mais ça marche avec le gratin dauphinois. Je sais pas si vous aimez cuisiner pour autrui, mais il y a un truc qu'on découvre. Normalement, on apprend ça pendant l'enfance, mais des fois, on peut le découvrir plus tard en étant cinéaste. C'est que un bon plat, ça n'est pas forcément une addition. C'est-à-dire que le caviar, c'est plutôt bon. Poulet rôti, c'est sympa. Les courges, c'est rigolo. Les yeux de bœuf, il paraît que c'est bon. Mais si tu mélanges tout ça, que tu le mixes et que tu rajoutes du wasabi et de la béchamel, c'est sans doute dégueulasse. Et c'est tout le problème du film, c'est qu'on pourrait décortiquer tous ces ingrédients qui individuellement sont bons, sinon prometteurs, mais mis ensemble, secoués très fort, projetés sur un écran canois et dirigés par Asghar Farhadi, c'est pas terrible. Arthur. Je vais faire court pour ce premier tour de table. Moi, j'y allais vraiment avec les fourches. Parce que il faut savoir que le film a été présenté en amont à Paris à plein de journalistes puisqu'il sort pendant Cannes, donc il fallait faire des interviews et autres, et il n'y a pas une personne ayant vu le film qui m'a pas dit c'est de la grosse merde. Et donc j'y allais en me disant vraiment ça va être de la grosse merde. Et ben spoiler, c'est de la petite merde. Je trouve ça pas aussi horrible que ce que tout le monde m'a dit, et notamment parce que étonnamment après une première moitié très
de très mauvais goût, volontairement de très mauvais goût. La fiction rejoint la réalité et soudainement les acteurs prennent un peu plus corps et un peu plus vie. Je reviendrai un peu plus longuement dessus dans un deuxième tour de table, mais la deuxième moitié m'a fait voir le film un chouille à la hausse, mais j'ai quand même un gros problème, c'est que je crois pas du tout à cette histoire. Et je crois pas du tout à ces personnages. Et notamment, et c'est quand même le problème, parce qu'on a certes un gros casting, tu l'as dit, mais le personnage central du film, c'est Adam Bessa, qui est donc un mec SDF qui, par A plus B, va se retrouver à squatter chez cette grande autrice et va vouloir rentrer dans son intimité. Et puis, quand elle va écrire un roman, vouloir se l'approprier. J'y crois pas une seule seconde. Et toutes les interactions qu'il a avec les gens, toutes les interactions qu'il a avec la femme d'en face qu'il fantasme, qui est jouée par Virginie Fira, j'y crois jamais. Je reviendrai sur la jeunesse du projet dans un second temps, mais il y a un truc qui coince, il y a un truc qui bloque. Et c'est étonnant de la part d'Asghar Farhadi parce qu'on pourrait se dire oui, mais c'est parce qu'il n'est pas français, il a pas su. Non. Il a fait Everybody Knows, on pense ce qu'on veut du film. Dedans, Javier Bardem et Penelope Cruz, ils jouaient bien, ils étaient à fond dedans et c'était tenu. Là, c'est très étonnant comme ratage. Très étonnant. Alors moi je vais vous dire un mot, pour vivre Cannes sereinement, je me suis fixé cette année quelques règles que j'essaie de respecter vraiment à la lettre, notamment pas plus de 4 films par jour, pas 5, tu l'as tenu, le 5e, pour le moment je le tiens. Pas de séance de minuit parce que me coucher à 2h du matin pour me lever à 6h, ça me tue, littéralement, je suis trop vieille personne pour ça. Et je laisse au film 45 minutes, 1 heure avant de partir parce que j'ai d'autres choses à faire, que je peux récupérer un peu de sommeil et que quand le film me plaît pas au bout d'1 heure, je peux considérer que c'est raté, que ça ne me plaira pas de toute façon, ou alors que je suis pas dans un état de le recevoir à Cannes. Eh bien, jusqu'à présent, j'ai tenu tous ces engagements, y compris avec le Asghar Farhadi, pour lequel je suis resté presque 1 heure. Et je vais vous dire que je le regrette presque un peu parce que en dehors de Cannes, je crois que je serais resté jusqu'au bout pour rire. Parce qu'en fait, je pense qu'à partir du moment où on accepte de le prendre comme une comédie de film raté, dans laquelle vraiment, littéralement, aucun des comédiens ne joue sa partition, si ce n'est la caricature de ce qu'il est ou elle est capable de faire. Virginie Efira, avec une perruque, joue un sosie de Virginie Efira qui ferait Virginie Efira. Pierre Ninet, dont on ne sait vraiment pas ce qu'il fait là, a vraiment l'impression de lui-même de ne pas savoir très bien ce qu'il fait là. Enfin bref, on peut appliquer ça à tout le monde, peut-être à part Adam Bessa, qui fait du Adam Bessa par ailleurs, et qui sont tous des gens que j'aime vraiment sincèrement bien, mais qui jouent. Je vous disais, vous savez, Une vie de femme, on dirait un titre de porno soft de RTL 9. Et bien là, il y a une partie de ce film qui est en fait un porno soft de RTL 9, mais en plus pas très très bien filmé, et Isabelle Huppert qui fait donc un numéro de Frankenzaza, j'appelle ça, c'est vraiment oui. Frankenzaza, elle est super, elle lâche tout est lâché, et c'est hilarant, enfin je veux dire c'est littéralement hilarant. Le problème c'est que je ne suis pas sûr que l'intention soit à l'hilarité, et puis je trouve ça cinématographiquement relativement indigent, et il y a une possibilité de retourner le voir à un moment donné, ou de le regarder sur un DVD après un repas bien arrosé, et avec mon ami Simon Rieu, je pense qu'on peut se taper sur le ventre assez copieusement. Parce que c'est vraiment... Enfin voilà, je veux dire, le scénario est indigent. Moi, j'aime bien quand tu me tapes sur le ventre copieusement. Oui, alors, mais je pense qu'il y a aussi peut-être un problème qui... vous savez, c'est un peu une tarte à la crème de dire quand un cinéaste non francophone vient tourner un film en France, de dire ah oui, mais il y a peut-être un problème de culture, de langue, de direction de comédien. Moi aussi, je voudrais dire que ça me semble pas être... pas spécialement le problème ici. Peut-être que ça vient de la nature même du projet. Je dis bien peut-être, je ne suis pas dans le secret des dieux. Tout simplement parce que, le plus souvent quand même, les films d'Asghar Farhadi sont des films très concrets, très matériels. Il y a une situation sociale qui pose un souci. Il y a une articulation dramatique dans une famille qui fout la merde. Son dernier film, qui avait d'ailleurs été primé à Cannes, Un héros, partait d'une situation, à savoir une dette, la reconnaissance de cette dette, des trucs très concrets. Ici, on est sur quelqu'un qui écrit des romans en espionnant ses voisins, mais des romans qui sont pas tout à fait vrais, mais inspirés de sa vie. En gros, on a un millefeuille de couches de réalité, et la mise en scène du film a beaucoup de mal à rendre compte des différences entre ces différentes strates. Alors attention, on pourrait se dire, oui, mais c'est pour mieux nous perdre. Quand bien même, quand tu veux perdre ton spectateur, tu dois suffisamment maîtriser chacun de ces aspects, soit pour que ce trouble soit un peu vénéneux et fascinant, soit pour que lorsque tu vas finalement tout assembler, tout donner à comprendre, ça fasse sens. Et là, ici, je me sens perdu, pas, encore une fois, du fait de l'ambiguïté de l'ensemble, mais parce que ça me semble
très bizarrement et assez maladroitement agencé. Et ça, c'est un énorme problème parce que à partir du moment où je crois plus vraiment, où j'ai un doute, où je me dis mais est-ce que cette perruque c'est un faux raccord ou est-ce que c'est un autre pan de réalité, tout s'écroule et tout devient très rigolo. Oui, et puis on a surtout l'impression que personne ne comprend très bien ce qu'il ou elle fait là. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que tout le monde. Si, Zaza, je crois qu'elle sait ce qu'elle fait. Oui, Elle fait Amélie la grosse tombe. Mais Zaza, alors moi, non, mais ça, moi, c'est bien. moi, je vous recommande d'aller voir ce film pour 5 minutes, qui est notre hit. Vraiment, donc C'est- le choc de Catherine Deneuve et Isabelle Huppert. Le choc dont- des hanches en titane. C'est ça, dont on sait. Non mais, ce qui est très drôle, c'est qu'on sait, je veux dire, il est de notoriété publique qu'elles ne peuvent pas se blairer, qu'elles ne peuvent pas se sentir. Et je pense, et moi j'ai une option en disant, je crois que Isabelle Huppert a signé, a accepté de signer uniquement si elle peut traiter Catherine Deneuve de grosse merde. Et je dois dire que la scène est absolument désopilante. Mais donc, il y a des choses à tirer de ce film. Mais moi, je pense. Alors, c'est 5 minutes. Ensuite, le film fait 2h20, malheureusement. Bien sûr. Mais c'est 5 minutes des deux queens en train de s'insulter, en fumant des clopes dans un décor qui ressemble mais vraiment à un débarras. Enfin, bon. Elle est censée être l'éditrice de Oui. la romancière. Donc Et elle fume des clopes Deneuve est censée être l'éditrice devant des cartons. de Huppert. Je pense que c'est la grande éditrice de Grassouille. Je pense que je dois être quelqu'un d'un peu malsain au fond parce que j'ai envie de le voir maintenant. Mais en fait, le truc, c'est que 5 je minutes. pense, sincèrement, je pense que tout est très premier degré. Beaucoup trop, mais que le personnage de Zaza, elle est vraiment over the top volontairement, et que moi, ça m'étonnerait pas qu'elle soit un peu rigolote de manière consciente, tu vois. Parce qu'il y a quand même une scène, non mais c'est pas un spoil, il y a quand même une scène où elle arrive et elle va s'allumer une clope, et il y a Adam Bessa qui est dans son salon, elle sait pas trop quoi en faire. Elle va mettre sa clope dans le grille-pain pour l'allumer parce qu'elle a Oui. plus de briquet. Mais- Et genre, ça, tu peux pas faire ça consciemment en te c'est- disant. Ça, c'est drôle. Mais le moment où Ça, elle se c'est coupe le forcément pied. drôle. Mais il y a quand même le moment où elle dit à Adam Bessa, qui est un SDF et qui est parti faire les courses et qui s'est aspergé de dracard noir, où elle lui dit mon coco, t'approches pas de ma chambre parce que tu pues. Alors, je sais pas si c'est classiste, raciste tous les deux. Bon, moi, c'est quand même. Au premier degré. Bref, voilà quoi. Ouais. Pour revenir un peu plus longuement sur ce que disait Simon sur la jeunesse du projet, j'aimerais revenir plus concrètement sur ce qui s'est passé et pourquoi peut-être on peut essayer de savoir pourquoi ça pue la merde. Il y a un cinéaste polonais que vous connaissez peut-être qui s'appelle Krzysztof Kieslowski, qu'on connaît notamment pour La double vie de Véronique et Les Trois couleurs. Bleu, blanc et rouge, et ce sont des films qu'il a fait dans les années 90. Mais avant de faire ces films-là, il a fait une série de 10 téléfilms qui s'appelle Le Décalogue. Le Décalogue, alors certains disent que c'est basé sur les 10 commandements, mes couilles sur la commode. Le fait est que ce sont 10 films qui vont parler de comportement humain, et il y a un producteur polonais qui a acheté les droits de ces 10 décalogues-là pour les donner à des cinéastes pour qu'ils en fassent des remakes. Et il se trouve qu'en l'occurrence, Histoire parallèle, et c'est dans le générique, on le voit qu'à un moment est marqué Kieslowski, donc c'est pas un secret de polichinelle, est un faux remake un peu détaché du Décalogue 6. Décalogue 6 que j'ai rattrapé avant de venir à Cannes et qui raconte l'histoire d'un jeune homme, vraiment jeune, 19 ans je pense, qui espionne sa voisine avec un télescope, est amoureux d'elle, est postier et va essayer à travers sa boîte aux lettres de lui envoyer des messages pour qu'elle puisse s'intéresser à lui. Et spoiler, elle va s'intéresser à lui et la harcelée devient harceleuse elle-même puisqu'elle-même va commencer à vouloir le traquer lui aussi. Et bref, le film, quand on le regarde, a vraiment mal vieilli. C'est-à-dire que vraiment, il y a plein de gens je regardais sur internet, on est tous raccord pour dire faut pas faire un remake de celui-là. Genre vraiment, Décalogue, pourquoi pas, mais celui-là, il est vieillot, il est compliqué sur le rapport homme-femme, il y a un truc qui est un peu grinçant. Bon bah du coup, qu'est-ce que fait Farhadi ? Parce que Farhadi co-scénarise le film, par ailleurs, avec quelqu'un de sa famille. Il a un film d'1 heure qu'il doit pondre en 2h20, donc il va l'étirer, il va rajouter des strates. Là, on n'a pas juste Adam Bessa qui va espionner et harceler Virginie Fira, on va rajouter la strate de la romancière par-dessus. Et puis ensuite, ce qui est là où le truc se veut un peu pernicieux, c'est que le roman qu'Adam Bessa fait croire qu'il a écrit lui-même, en fait, va avoir des interactions dans la vraie vie de Virginie Fira et de ses collègues qui sont donc Vincent Cassel et Pierre Ninet. Et en fait, je vois bien ce qu'il essaie de faire, de reprendre cette trame, de la gonfler, de l'augmenter, de lui permettre d'avoir un commentaire sur notre époque, etc. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que de base, le Décalogue 6 ne fonctionne plus en fait. Il y a un truc, ou alors tu assumes complètement d'avoir un récit vieillot, de harcèlement, machin, mais en fait, entremêlé de toute cette histoire-là, effectivement, il y avoir un moment, c'est pas vraiment un spoil, où Efira va être plus ou moins clémente avec le personnage d'Adam Bessa. Mais pourquoi ? Enfin, ça fonctionne pas. Ou alors tu assumes pleinement cette espèce de structure-là, mais là, c'est tellement entremêlé qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Non, par contre, j'aimerais me permettre un truc. Alexis, est-ce que tu pourras me biper ? Je vais vous spoiler la fin puisque je te biperai avant la fin. Donc ce qui se passe après, c'est que voilà,
On en pense quoi? Je suis épuisé. Genre, moi, j'ai pas envie d'aller le voir en Non, fait. non, pas du Genre, tout. ça m'intéresse pas. Un petit tour de palmomètre. Oh, rien. Palme. Ah non, non, non. Ah non, attends, Palme. non, moi, je sens que un navet Non. fumant, un truc comme ça. Oh, prix du scénario. Non, Il y a- moi, je dirais prix du jury. Non. Un truc Ah non, si, dégoûtant. alors scénario, ce serait rigolo. Sinon, ne serait-ce que pour ce que j'appellerais l'incroyable séquence du coïtopotentiomètre, on peut avoir le prix. Ah oui, j'allais. On peut avoir le prix de la mise en scène. Ah, le coïtopotentiomètre, Ouais, c'est ça super, fait ça. honte. Non, moi j'y crois pas d'une seule seconde. Ah mais c'est ironique. Ah, moi j'y crois pas une seule Palme. seconde. Allez, toujours en compétition, le retour sur la croisette d'un habitué, le réalisateur polonais Paweł Pawlikowski avec Fatherland, la toujours impeccable Sandra Hüller et Hans Zischler dans le rôle de Thomas Mann. Au plus fort de la guerre froide, l'écrivain donc de renommée mondiale, Thomas Mann, qui était parti s'exiler aux États-Unis, retourne pour la première fois en Allemagne en compagnie de sa fille Erika. Ils partent de Francfort à l'ouest jusqu'à Weimar à l'est dans la zone d'occupation soviétique où Thomas Mann doit prononcer un discours à l'occasion du 200e anniversaire de Goethe. Alexis. Waouh, gros morceau, Fatherland, en dépit du fait que c'est le film, je crois, le plus court de la compétition officielle, puisqu'il fait 1h22, si je dis pas de bêtises. C'est un gros morceau parce que Pawlikowski confirme, si tant est qu'il avait besoin de le confirmer, qu'il est un excellent cinéaste, et surtout un homme passé maître dans l'art de la composition des cadres. C'est vraiment un film absolument essentiel si vous voulez comprendre de quoi on parle quand on parle de composition de cadre. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de poser un plan, on va réfléchir toutes les couches du plan. Ce qui est à l'avant-plan, ce qui est au centre, ce qui est à l'arrière-plan, tout ça, ça dialogue, tout ça, ça fait sens. Et on va choisir la focale juste, l'angle de vue juste, qui va d'un seul coup. La lumière, évidemment, qui est très travaillée, c'est du noir et blanc, assez contrasté. Et donc, on va travailler tous ces éléments-là pour, à chaque fois, donner du caractère, donner de la singularité à ce qu'on fait. Et c'est pas gratuit parce que Fatherland est un film, je pense qu'on peut le dire, incroyablement funeste. C'est une expérience émotionnelle assez sidérante parce que c'est un film qui vous confronte à la décrépitude d'une civilisation, d'une société, en l'occurrence la société allemande, qui n'est pas simplement réduite à l'état de poussière par la Seconde Guerre mondiale, mais qui en plus est privée de son identité, privée de son autonomie et fracturée entre d'un côté la partie ouest qui à ce moment-là, je le dis pour des précisions historiques, n'est pas encore un État indépendant proche des États-Unis, c'est littéralement les États-Unis. C'est eux qui contrôlent cette région. Et puis de l'autre côté, même chose, on a du côté Est l'URSS qui contrôle tout, et c'est pas encore la République démocratique d'Allemagne. Bah, on est avant la guerre froide en fait, elle est en train de se mettre en place. On est avant la constitution définitive des deux Allemagnes en tant qu'État, et donc la guerre froide qui s'ensuit. Et c'est vraiment, une expérience sensorielle du deuil, de l'effondrement, avec une radicalité qu'on a rarement vue, je pense, sur un écran canois. Je vais rebondir. En commençant par dire que c'est un film sublime, enfin vraiment littéralement. C'est un film, comme on le dit souvent, avec un petit ticket d'entrée. Alors sa durée le rend accessible, mais néanmoins c'est un film qui commence. C'est un film en 4/3. Alors je me trompe toujours sur les formats. C'est du 1,33. Du 1,33. Voilà, merci. Donc le format du cinéma des années 30. Ouais, c'est ça. Qui commence par un plan fixe d'un homme au téléphone en train de fumer des cigarettes et en train de parler avec une interlocutrice qu'on ne voit pas. Le plan est relativement long, il dure plusieurs minutes et je ne vous cache pas que quand ça commence, je me suis dit oula, oh ça va être long, ou même si c'est 1h22 ça va être compliqué. Et sauf que c'est Pawlikowski. Et que on retrouve, et moi je trouve ça extrêmement réjouissant, pas seulement les talents de composition dont parle Alexis, mais aussi cette rythmique absolument incroyable de plans. Ce ne sont que des plans fixes. Il y a un plan en mouvement à la fin du film autour de statues d'une promenade très importante dans un parc. Mais tout le reste, ce ne sont que des plans fixes. Eh bien, ça fait incroyablement du bien de voir un cinéma qui prend non seulement le temps de composer ces cadres, mais qui prend le temps de les exploiter en termes de narratologie. C'est-à-dire qui prend le temps de les faire vivre dans l'histoire, de les faire durer pas trop longtemps, c'est pas des plans qui s'éternisent, mais le juste temps. Et donc de nous amener tableau après tableau dans cette histoire qui est effectivement une histoire extrêmement funèbre, l'histoire d'un peuple qui a perdu sa souveraineté, qui vit hanté par les fantômes encore extrêmement vivaces de l'horreur et de l'effroi de ce que les nazis ont fait à l'Allemagne, aux différents peuples martyrisés et à l'Europe.
c'est un film remarquable. Enfin, je veux dire, c'est là aussi, voilà, quel bonheur d'être à Cannes pour voir ce cinéma-là en compétition. C'est ça, moi, c'est ce genre d'expérience-là exactement que j'attends de Cannes. Et effectivement. Voilà, c'est pour un film en noir et blanc sur la Seconde Guerre mondiale qui pourrait être un peu une sorte de caricature du jus de cerveau cinéphilique, intello, inaccessible, bien pas du tout en fait. C'est un film très grand public qui parle de notre histoire, qui parle de ce que c'est que d'être dépossédé de son propre destin pour un peuple. Et c'est remarquable. Voilà, moi j'ai rien d'autre. Enfin, pour moi, c'est vraiment un film remarquable et Sandra Hüller est merveilleuse. Il y a qui veut, Sophie. Alors, moi, je suis un tout petit peu moins dithyrambique que vous, mais je tiens à préciser que je me suis pas sentie hyper bien pendant le film, comme ça peut arriver, et que donc j'ai lutté un petit peu parce qu'il y a juste des moments où on est un peu plus fatigué que d'autres, et c'est pas genre vraiment du sommeil, genre vraiment j'avais une petite douleur, et donc c'était un peu compliqué. Heureusement, le film ne fait qu'1h22, donc je tiens à dire que avant sa sortie, je le reverrai et que j'aurai peut-être un avis un peu différent. Pour l'instant, je le trouve un chouïa trop morne, ce film, un chouïa trop funèbre, même si... Je suis pas la plus grande familière du travail de Thomas Mann parce que c'est un auteur qui est malgré tout assez peu étudié en France. J'en ai lu que 2 de lui, notamment le très fameux et très célèbre Mort à Venise, qui a été adapté non pas, enfin c'est logique, par Visconti qui est aussi un réalisateur très funèbre et très statique. Et j'adore Visconti, mais voilà. En fait là, ce qui est très intéressant. Pour le coup, d'un point de vue purement scénaristique, c'est d'avoir fait ce choix temporel. Où se situe le récit ? Comment l'incarner dans ce rapport à Goethe, etc. Enfin, je trouve qu'il y a une vraie finesse de choix d'implantation narrative. Je trouve que Sandra Hüller, pour incarner l'aîné, est un choix merveilleux. Et d'ailleurs, Erika Mann, peut-être que vous la connaissez si un jour vous m'avez entendu parler d'un film de Léontine Sagan qui s'appelle Jeune fille en uniforme, elle joue dedans. Okay. C'était une comédienne allemande et elle avait joué dans les années 30, notamment dans ce film que je vous conseille souvent sur le lesbianisme et qui est passé entre les mailles du filet et qui heureusement n'a jamais été supprimé. Vive les lesbiennes par ailleurs. Bravo les lesbiennes. Bravo les lesbiennes. Ya. Et donc moi je vais faire donc malgré tout un petit bémol. En effet le film est court, en effet le film est beau, en effet le film est plastiquement une réussite absolue. Malgré tout, c'est un film qui est pesant et qui est à ticket d'entrée, mais il faut avoir envie de s'accrocher parce que c'est un film qui se sait très intelligent. C'est un film qui se sait supérieur. C'est un film qui sait et qui connaît ses références mieux que vous. Si on les a pas toutes, on peut se sentir un petit peu mise de côté. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Et pour la première fois, et j'entends des « Oh, mais non !» Mais je vous le dis, c'est comme ça que je l'ai vécu. Pour la première fois, j'ai senti que le noir et blanc était un chouïa punitif. C'est-à-dire que, bah ouais, parce qu'en fait, le film est déjà tellement terne et tellement obscur et tellement tendu que là pour la première fois je suis en mode putain tu me donnes même pas de la couleur, tu vois, genre vraiment pourquoi genre donc moi le film m'a laissé un petit peu de côté, mais encore une fois j'étais pas hyper bien, donc je reconnais toutes les qualités que vous allez dire. S'il gagne la Palme d'Or, je serai absolument ravie et j'ai hâte de lui redonner une chance, mais par contre c'est un film il faut y aller, vraiment faut y aller. Funeste, je crois que Funeste c'est vraiment un bon qualificatif. C'est lourd. Alors moi je l'ai découvert ce matin, ce qui était une drôle d'expérience puisque je suis rentré à 2h et quelques du mat de la séance de minuit qu'on a fait avec Simon. J'ai donc dormi 4 heures et j'avais vraiment peur de m'endormir parce qu'on m'avait prévenu qu'il y avait des cadres statiques, longs, etc. Et non, j'ai été pris vraiment, c'est très impressionnant. En fait, j'aimerais préciser un truc sur ce qu'on a dit sur l'écriture et le scénario, c'est que c'est effectivement ce parcours d'ouest en est, hein, il doit aller de Francfort à Weimar en gros, mais effectivement comme tu l'as dit, vu que c'est par tableau, en fait c'est en pointillé. C'est-à-dire qu'on voit des bouts de segments de voyage, on voit une arrivée, et ça nous permet de... C'est très très fort. Moi je trouve d'un point de vue d'écriture, c'est très très fort parce que en quelques petits détails, on peut voir la différence déjà entre l'Est et l'Ouest, alors que, effectivement, comme l'a dit Alexis tout à l'heure, la scission n'est pas encore complète, la guerre froide n'est pas encore vraiment là. On voit que d'un côté ça écoute de la musique un peu moderne, de l'autre ça n'écoute que de la chorale. On voit que d'un côté c'est très rigide, de l'autre un peu moins. Il y a une volonté de vouloir nous raconter l'impossibilité de la reconstruction d'un pays à travers l'impossibilité de la reconstruction d'une famille, parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est qu'on a donc Thomas Mann, et par ailleurs je le dis contrairement à Sophie, moi je connais ni Thomas Mann ni cette période-là et j'ai pas été perdu du tout. En fait c'est pas l'enjeu de savoir l'œuvre de Thomas Mann où est-ce que ça se situe. Moi je suis juste face à un auteur, sa fille,
le frère. Qui est pas vraiment là. Oui, je veux dire, on sait que c'est un auteur célèbre, on sait quel est son statut, et après qu'on l'ait lu ou pas. Ce qui compte, le jeu de mots Fatherland qui veut dire patrie, mais qui veut dire aussi la terre du père, hein, le père qui revient chez lui. Enfin, c'est un film qui est quand même assez riche, et puis en plus qui se termine par un truc autour de Bach, qui est quand même le ciment de la culture allemande. Enfin bref, il y a quelque chose qui, je pense, mérite d'être détricoté à plein d'endroits. Et si on l'a pas, c'est pas grave, parce qu'on est quand même face à une relation perfide. Le long d'un voyage où, en quelques traits, on voit comment se tissent les liens, est-ce qu'il peut y avoir une reconnexion ou pas, en parallèle d'un pays où on sent que la reconnexion, elle se fera pas. Non, c'est très fort. Et je terminerai pour le fait que Pawlikowski, on l'a pas dit, mais donc il est connu pour ses 2 précédents films, Ida en 2014 et Cold War en 2019, qui étaient 2 films également sur l'histoire de l'Europe et qui racontaient quelque chose de cette division-là. Cold War était un peu plus dans le mouvement, Ida était un peu plus... austère. Ouais, Ida c'est sur une nonne qui découvre qu'elle est juive, et Cold War c'est sur 2 musiciens dans les années 50 en Pologne qui veulent créer une histoire. Bref, c'est un peu la 3e pièce d'une trilogie sur l'histoire de l'Europe en noir et blanc. Si vous avez aimé Cold War, celui-ci est vraiment un peu différent, il se rapproche plus de Ida en fait, dans l'écriture, dans le rythme, etc. Moi, Cold War, je pense que c'est son meilleur à date, mais voilà, difficile de faire la fine bouche à ce niveau-là. Putain, en 1h20, réussir à raconter autant de choses avec une telle maestria technique, bon bah franchement oui quoi. Simon, et puis moi je redirai un truc pour rebondir sur ce que vient de dire Arthur après, mais on t'a pas entendu encore. Ich bin ein superieur Kino, ja, für Deutschland. Non, c'est un très beau film. Non, mais c'est un film que je trouve passionnant. On a parlé ici plusieurs fois déjà de la durée du film. Faut pas tant l'entendre comme « Oh, merci, tu m'as fait un film statique en noir et blanc, il est pas trop long ». Moi, je l'entends plutôt comme « Tu traites de thèmes infiniment complexes, possiblement très intellectuels, avec des portées historiques et philosophiques assez foisonnantes, et tu arrives à le faire en, on a dit 1h22, j'ai vérifié, sans le générique, c'est 1h12. » Donc, c'est ça, la performance un peu dingo. Et moi, ce que je trouve absolument passionnant, oui, c'est funeste, c'est funèbre, c'est quand même un film qui pose une hypothèse pas rigolote, et dont, on va dire, la réponse esquissée n'est pas foncièrement rigolote, c'est est-ce que c'est pas un peu foutu ? Est-ce que le rêve européen, c'est pas un peu mort ? Alors, je dis rêve européen, bien sûr, on a parlé de l'Allemagne jusqu'à présent, mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, l'Allemagne donc sort de la Seconde Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, c'est la pointe progrès social. C'est là où le socialisme, le marxisme sont le plus avancés. C'est la pointe du progrès technique. C'est un pays, non pas le pays des Lumières, ça c'est la France, mais le pays de la philosophie allemande, de la musique classique, bref, d'une sophistication et d'une forme d'humanisme européen à la pointe absolue. Et le film prend cette période très particulière du début de la reconstruction qui est en fait un démantèlement, et comme tu le disais très justement Arthur, en parallèle avec cette famille qui devrait être la famille allemande, la famille du grand artiste rassembleur, avec ses enfants qui devraient être derrière lui pour cette tournée de réconciliation en Allemagne, et qui dit, mais est-ce qu'au final, après ce moment-là, après un tel cataclysme, après un tel déferlement de haine, nous renvoie forcément à l'actualité de l'Allemagne, hein, qui est quand même en train de trembler un petit peu avec la croissance de l'AfD, qui est un parti nazi. Est-ce que c'est encore possible de vivre après ça ? Est-ce qu'il reste quelque chose après ça ? Et finalement, est-ce que tout ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas sur des ruines et sur des décombres ? Je ne vais pas répéter ce que vous avez dit sur la mise en scène, je suis absolument d'accord. Ce que je trouve extrêmement intéressant, moi, c'est un des premiers films, après je peux me tromper, avoir des angles morts, mais il me semble prendre en compte un truc très particulier. Si vous suivez les conférences ou lisez les livres de Chapoutot et de ses collègues Ingrao et Papin, vous le savez peut-être, il y a une particularité des constructions du Troisième Reich, c'est que ces gens avaient sans doute plus ou moins consciemment l'idée qu'ils allaient être balayés, disparaître et mourir, et donc Hitler demande aux architectes, quand il faut construire toutes les saloperies qu'ils ont notamment construites à Weimar, qui est un des principaux lieux d'action du film, il demande de construire des bâtiments qui, lorsqu'ils tomberont en ruine, rappelleront l'Empire romain. Et tout le film est pris par ça. Ce sont des ruines. Le Reich millénaire. C'est-à-dire de dire que si ce Reich tombe, les nazis mais surtout survivront dans la mémoire. Bien sûr, mais qui surtout esthétiquement devaient ressembler à des ruines romaines, à des ruines antiques plutôt. Et il y a cette idée-là dans le film, c'est-à-dire qu'on est dans la ruine
et pourtant c'est une ruine sublime, mais c'est néanmoins un grand cadavre à la renverse. Et cet homme, Thomas Mann, que tout le monde célèbre, c'est un homme qui dit vouloir parler de Goethe, parce que Goethe, c'est bien la preuve qu'il existe une Allemagne humaniste, une bonne Allemagne, etc. Mais c'est pourtant un homme, quand on essaye de lui tirer une larme et un morceau d'émotion au sujet d'un membre de sa famille qui a eu un sort tragique, qui te sort quelque chose qui est une phrase de pur darwinisme social. Et c'est un film qui te dit il y a peut-être quelque chose de pourri au Royaume d'Europe depuis bien longtemps, dont on ne s'est pas remis et dont on ne pourra pas se remettre. C'est, vous l'avez compris, riant et chantant. C'est à peu près aussi sympa qu'un slip en laine de verre, mais bon, s'il est bien taillé, c'est parfait. Non, c'est un film très impressionnant, c'est un très beau film. Pour le moment, il n'y a pas encore de date de sortie. Est-ce qu'on fait un petit tour de palmomètre ? Pour le coup, je vais m'y risquer. Je ne vois pas le film repartir avec la Palme d'Or. Je pense néanmoins qu'il est un bon candidat. Par contre, encore une fois, on est en début de festival. C'est toujours difficile le palmomètre au début du festival. Prix de la mise en scène, ce serait pas absurde. Ce serait vraiment pas absurde. Au scénario. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais le scénario, c'est toujours ils le mettent Oui. toujours à un film genre Oui, ah merde, celui-là on l'a pas primé. Le film visuel prend le prix du scénario et le film mal écrit prend le prix de la mise en scène en général. Non, mais je le vois bien choper un prix de la mise en scène compte tenu quand même de la réussite plastique indéniable du film. Ouais, ça peut être écriture, ça peut être mise en scène, ça peut être prix du jury ou grand prix. Je sais pas s'il aura la palme, peut-être, franchement, mais c'est difficile en début de parcours, comme l'a dit Alexis, mais en vrai, celui-là, s'il n'est pas dans le palmarès, on va un peu tirer la tronche. C'est ça, il a de grandes chances d'être au palmarès. Oui, moi je le vois bien avec, pareil, ou un prix du jury, prix de la mise en scène. Ouais. On sait bien que le prix de la mise en scène récompense rarement l'éminence, c'est le prix du scénario, bref. Mais là, il peut y prétendre. Il peut y prétendre, absolument. Allez, direction la quinzaine des cinéastes pour un documentaire de Maxence Voiseux-Gabin. Dans le nord de la France, Gabin, le petit dernier de la famille Jourdel, est destiné à reprendre la boucherie de son père. Tiraillé entre loyauté familiale et envie d'échapper, il a d'autres rêves, dresser une vache de concours, devenir éleveur canin, soulever la ferme de sa mère de la faillite. Gabin nous plonge dans la vie de ce jeune garçon de ses 8 à ses 18 ans. Sophie et Alexis. Sophie, pour commencer. Alors Alexis l'avait vu à Paris et il me l'avait fortement recommandé, donc j'y suis allée sur ses conseils et il a eu complètement raison. Et en plus, avant de revenir sur le film, j'ai eu la chance d'assister à une séance où il y avait du coup le jeune Gabin et sa famille en présence du réalisateur. Et je crois que ça va être difficile de battre ce chialomètre-là. C'est-à-dire que le concept de Gabin, c'est comme Adolescente de Sébastien Lifshitz ou Boyhood de Linklater, c'est un film qui s'est tourné sur 10 ans. Donc sur la durée du film, on voit ce gamin de 13 ans se transformer en jeune adulte avec plein de moments à la fois de tendresse, certains qui paraissent anecdotiques, des histoires des rapprochements humains, des questionnements à la fois presque philosophiques ou juste purement économiques sur la ferme de sa mère qui est pas rentable, sur la boucherie de son père qui est rentable mais qu'il n'a pas envie de reprendre. Et donc c'est un très beau film et de voir ce gamin qui aujourd'hui est devenu un jeune adulte regarder du coup le film de sa vie projeté sur le grand écran et d'avoir sa mère qui lui essuie les larmes, vraiment c'était fou. Ouais, je m'étonne, putain. Là je pourrais en repleurer. Et puis en plus il y a une relation très conflictuelle au père qui est vraiment de la vieille école, qui est aimant mais qui est particulier, et de le voir aussi lui prendre son fils dans les bras en vrai à quelques rangs de moi, vraiment c'était fou. Voilà. Pourquoi je vous encouragerais tous et toutes à voir ce film, c'est parce que ce genre d'œuvre qui va suivre l'humain sans vouloir faire un tract politique finalement devient le plus fort des tracts humains. Il y a quelque chose de l'ordre de en fait j'ai plus appris avec ce film là des choses sur la condition agricole qu'avec des films dont c'est le sujet principal. J'ai plus appris sur la masculinité que sur des films dont c'est le sujet et certaines fictions, parce que ça s'ancre dans un réel assez fou, et malgré tout il y a une caméra qui de temps en temps est tellement joliment placée, qui fait du style mais sans jamais être un style dans ta face, et surtout un si joli sens du montage qu'il y a plein de moments où j'oubliais que j'étais devant un documentaire, j'étais juste devant un film, et c'est ça qui est magnifique. Alexis. Je vais être relativement bref, d'autant plus que le film sort dans quelques mois. On aura l'occasion, je l'espère. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de vous en reparler à ce moment-là. J'espère surtout que vous serez nombreuses et nombreux à le voir. Ce film, pour le dire simplement, en fait, des fois, la magie, ça tient à pas grand-chose au cinéma. Et juste, le film a un concept par essence magique. C'est-à-dire qu'il y a
quelque chose qui relève du merveilleux, de la fascination, dans le fait de voir en 1h50, je crois que le film fait, de voir un gamin grandir de 10 ans. Voilà. Passer de l'âge de 8 ans à 18 ans en 1h50, ce qui fait que toi, spectateur... Il commence à 13. Il commence à 13, pardon, c'est ça, c'est 13-23, pas 8-18, contrairement à ce que j'avais lu dans quelques articles. Mais tu suis ce gamin grandir. Et tu as l'impression du coup de grandir avec lui, du moins de revivre avec lui cette étape charnière de la vie. Il se trouve qu'en plus, moi, il y a des agriculteurs dans ma famille et j'ai un cousin notamment le film m'a beaucoup rappelé son propre parcours à lui. Et c'est extraordinairement touchant parce que c'est pas juste une petite tranche de vie comme ça, saisie un peu sur le vif. C'est un investissement. C'est-à-dire que le film va vous investir dans cette histoire, va vous installer dans cette famille et vous allez, le temps du film, faire partie de ce clan. Parce que c'est vraiment un clan. C'est un clan avec des dynamiques internes qui sont parfois conflictuelles, parfois tendues, notamment le rapport au père, qui est effectivement très compliqué. Mais voilà, c'est un morceau, un bloc d'existence très touchant et c'est un plaisir, vraiment un plaisir de spectateur de faire partie de ce voyage-là. Donc voilà, si vous êtes à Cannes et que vous avez l'opportunité de rattraper le film, c'est encore possible, je pense. N'hésitez pas. Et puis quand le film sortira en salle, jetez-vous dessus parce que c'est vraiment un très joli documentaire et c'est ce genre de projet-là qu'il faut soutenir parce que c'est pour ça aussi qu'on va au cinéma. C'est pour vivre des trucs qu'on ne vit pas autrement. Et voilà. Donc Gabin de Maxence Voiseux, en ce qui me concerne, franche réussite. Oui, ça fait partie des films que je suis très triste d'avoir raté. Et on en reparlera d'ailleurs avec la question qui nous a été posée au 36-15 tout à l'heure. Je vous rappelle que le film sort le 18 novembre. Et c'est marrant parce que puisqu'on parle de boucher, vous connaissez le point commun entre un boucher sympa et Rocco Siffredi. Oh non. Un boucher sympa et Rocco Siffredi. Non, je ne connais pas le point commun. Sympa. Il y en a un qui te laisse un peu plus de... Arthur est pas loin. Tous les deux vous disent, il y en a un peu plus, mais je vous le mets quand même. J'étais là-dessus. J'étais sur Citan Reveuil en renard. Le boucher sympa, quoi. Oh. Allez. Ouch. C'était une sensation, c'est Rocco Siffredi, pardon, attendue hier en séance de minuit. L'horreur débarque à Cannes avec le premier long métrage de Marion Le Corollaire, Sanguine, avec Marat Taquin, Karine Viard, Kim Higelin et Sami Outelbali. Margot débute son internat aux urgences ou dans l'hôpital Charles Boyau, bien nommé le Charles Boyau, où elle peine à s'adapter. Très vite, elle fait face à des patients de son âge aux symptômes inexpliqués. La récurrence de ces cas exceptionnels l'interroge, d'autant qu'elle observe sur son propre corps des manifestations de plus en plus inquiétantes. Priorité aux deux warriors qui l'ont vu véritablement en séance de minuit et pas nous qui l'avons vu ce matin, chichement ce matin à 8h30 reposé après une bonne nuit de sommeil, 6h30 7h, ce qui va mal. C'est pas mal du tout, oui. Allez, Arthur. J'aimerais dire que ce qui fait le charme des séances de minuit, c'est qu'on sait que ce ne sont pas forcément des séances de gala. Tout le monde y a vraiment plus facilement accès. Et généralement, il y a une espèce d'euphorie. Il y a un public qui réagit plus que les proches de presse un peu coincés du fiac. Je sais pas ce que tu en penses, Simon. Moi, j'ai rarement vu une séance qui démarre avec autant d'énergie, avec autant d'applaudissements, de huées aussi quand il y a le logo Canal+, d'hésitation si on doit huer ou pas quand il y a le logo Paramount. Enfin bref, et c'est toujours galvanisant. Et quand on les voit arriver sur scène comme ça, et puis ensuite le film démarre par une introduction qui est très pop. C'était une super séance de minuit. Est-ce que le film est plus que ça ? J'en sais rien. On verra comment le film tient sur la durée. Mais en ce qui me concerne, c'était une super séance de minuit. À savoir, c'est un film pulp, pop, qui est fait, je pense, avec un budget assez limité et qui réussit à transformer ses limites en force, entre gros guillemets, en essayant de faire de la mise en scène, de ce décor artificiel, d'essayer de faire de donner vie. Je pense, Simon n'est pas d'accord avec moi, mais moi je trouve, en s'inspirant un peu du style de Coralie Farja, dans la manière de déplacer la caméra, de filmer, de mettre la lumière. La scène d'ouverture et une citation exacte. Pour moi, c'est exactement le cas. Je terminerai mon premier tour en disant que là où moi je suis particulièrement content du film, c'est que parce que je connaissais le pitch avant, comme je racontais à Simon, parce que j'ai failli faire un making-of pour combiner dessus, bref. Et à l'époque, j'avais peur que ce soit qu'une bête métaphore de le travail ça tue. Et je trouve que le film est beaucoup plus malin que ça, entre guillemets, enfin beaucoup plus. Je ne veux pas lui porter des intentions forcément gigantesques, mais j'ai l'impression que le film va plutôt questionner quel est le rapport
que le corps peut avoir au travail, comment le corps peut s'adapter par rapport à la quantité de travail et au stress qu'il génère. Et c'est pas juste une métaphore du burn-out. Pour moi, il essaye d'être plus que ça, tout en étant fun, drôle, un peu crasse-pouille, peut-être pas assez, pas vraiment effrayant, mais c'est pas exactement le type d'horreur de toute façon dans ces cas-là. Enfin bref, moi j'ai passé une très bonne séance et je crois que Simon aussi. Simon. Absolument. Cannes, c'est le festival, on dit souvent de tous les cinémas, en tout cas de bien des cinémas, avec généralement, j'ai envie de dire, un point commun ou une ligne directrice, c'est une certaine idée de l'excellence. Et cette idée de l'excellence, elle peut, à mon sens, être un peu amoindrie si on ne la pense qu'en termes de pur travail, de pure maîtrise, de pure maestria. Pour moi, il y a une forme d'excellence qui est celle de la série B, sinon du cinéma bis, parce que à bien des égards, Sanguine s'approche plus du cinéma bis que de la série B, qui est une forme d'excellence dans l'énergie déployée et je dirais dans la bienveillance du coup de boule. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est un film, tu l'as dit, qui est fait avec un budget modeste, qui a le mérite d'exister, mais qui est fait avec une hargne, une énergie et un plaisir qui, moi, me sont immensément et intensément communicatif. Il y a plein de moments au cinéma où j'ai pas envie, ou plutôt pas besoin, d'être devant l'œuvre la plus... on parlait justement de Fatherland il y a quelques instants, la plus affinée, acérée possible. J'ai besoin de sentir que des gens ont ressenti une urgence à faire un film, l'ont fait avec les moyens du bord et surtout du débord, et là c'est ça. Pour moi, c'est un film bis qui déborde de sang, qui déborde de tripes, qui déborde de latex, qui déborde d'énergie, d'envie. Il y a des séquences qui sont en permanence, qui vont en permanence vers le maximalisme, qui, moi, me réjouissent, mais très, très, très souvent. C'est au prix d'approximation, c'est au prix d'incohérence ici et là. Moi, j'ai pas de problème avec ça, d'autant plus que le film opère un mouvement qui, moi, me plaît beaucoup. Le body horror, ou en tout cas l'horreur charnelle basée sur le corps, c'est quelque chose qui, du fait de celui qui est considéré comme sinon son créateur, en tout cas son principal ambassadeur, David Cronenberg, s'est déplacé progressivement au fil des années, sinon des décennies, vers quelque chose de très intellectuel. Et Coralie Farja, quand elle fait The Substance, que moi j'adore, elle sort pas tout à fait de ce champ intellectuel, on est dans un truc très conceptuel, très symboliste. Il me semble qu'ici, le film a, pour moi, le bon goût de ramener ça vers un truc tripal, bourrin, instantané, et ça me fait un bien et un plaisir infini. Deux salles, deux ambiances avec la production de ce matin, Sophie et Alexis. Sophie, pour commencer. Ouais, ce film me fait un effet très bizarre parce qu'il me donne envie de dire beaucoup de bien de The Substance. Il me donne envie d'en dire beaucoup de bien parce que vous savez à quel point je déteste The Substance et à quel point je n'aime pas le détester, mais par contre... avoir ces débats avec vous, en parler avec des gens, ça a été un travail intellectuel très stimulant et en fait, ce qui me donne de la matière à pouvoir avoir ces débats d'un point de vue de fond sur The Substance, c'est parce que c'est un film. C'est un film avec de la mise en scène, des intentions et puis souvent, et c'est ce que j'avais dit à l'époque, Coralie Farja et moi, on ne partage pas le même féminisme. Mais c'est d'autant plus intéressant qu'on a deux féministes qui se battent sur un truc. Moi, j'aime pas du tout ce qu'elle fait, mais c'est ça qui est intéressant. Et en fait, le film est tellement abouti que ça peut permettre du débat et je n'ai jamais dénigré le film en tant que film. Je lui trouve des défauts, mais c'est un film. Ça, je vois pas ce que c'est. En fait, je vois pas ce que c'est et je vais être hyper dure parce que quand je l'ai vu, je me suis dit déjà, petit 1, que Black Mirror avait fait beaucoup de mal au cinéma de genre. Parce que je sais pas pourquoi on est incapable de vouloir créer un décor sans complètement le décorréler de la réalité. Mais en même temps, le film veut être très ancré, genre dans cette espèce de fast-food. Ok, bon, il est complètement décorrélé, mais d'un coup, on a ce journaliste, on a le père avec sa camionnette qui ressemble vraiment à une camionnette. Je comprends pas vraiment ce qu'elle fait avec son décor et avec sa DA. Et ça, je trouve que c'est un truc très Black Mirror. Alors, elle le fait aussi avec sa caméra, en fonction de où elle la place dans le décor, notamment des plans un peu débulés, une caméra un peu haute dans les couloirs. Elle a un truc de weirdness, mais qui n'est jamais vraiment signifiante, à part pour faire du style. Puis surtout, à un moment, il va falloir Alors, je vais sauver tout de suite. Moi, je trouve que Mara Takin, c'est un très bon choix. Et si je dois sauver une seule chose dans ce film, c'est elle. Parce que je la trouve très convaincante sur les 3/4 du film. Et c'est beaucoup parce qu'elle n'a pas grand-chose à défendre. Et vraiment, elle m'a rendu le film regardable. Donc en fait, si jamais quelqu'un lui fait vent, genre moi je tiens à la féliciter pour sa performance parce que c'était pas facile. Et je trouve que globalement, c'est la plupart des comédiens qui font un petit peu quelque chose parce que les dialogues sont complètement aux fraises. Il n'y a pas un dialogue qui sonne juste à l'écriture, c'est-à-dire que je le vois écrit, notamment certains dialogues avec Karine Viard qui sont quand même abusé. Puis on passera du fait de la bonne douche, mais il y a quand même des choses un peu... Ça, faudra voir le film pour avoir la ref. Voilà. Ça restera une private joke pendant quelques mois c'est encore. quand même compliqué. Puis alors moi je suis très surprise, Simon, parce qu'on parlait du body horror, mais
Enfin, je suis désolée, mais enfin, moi, j'ai le même type de body horror quand j'enlève un compide. Enfin, genre, et vous savez. Non, mais Oh là là, ça tire à balles réelles. Ouh là là là. je suis désolée, mais j'ai un truc sur le pied qui ressemble vraiment à l'espèce de grattage. Je veux bien, hein, il y a des effets qui sont intéressants, mais c'est très faiblard. Enfin, je veux dire, c'est pas grand-chose quand on compare au désossage de The Substance. Enfin, je suis désolée, mais à la fin, c'est un petit costume en latex qu'on met avec du lait. Enfin, je suis désolée. Voilà. Enfin, le film m'a énervée parce que je comprends pas ce que ça fout là. Genre, je l'aurais vu peut-être dans un petit festival de films de genre, j'aurais fait pourquoi pas, c'est une tentative. Mais là, je trouve que c'est vraiment sacrifier le cinéma de genre parce que c'est hype. Alexis. Ouais, bah tu sais quoi, moi, puisque le nom a déjà été cité, on va revenir là-dessus, on va revenir sur le nom qui revient à chaque fois que quelqu'un fait du body horror, David Cronenberg. Et je pense qu'il est temps qu'on se le dise et qu'on pose ça comme un fait établi. C'était il y a 45 ans, les grands films de David Cronenberg. Maintenant, c'est bon, on tourne la page. Et on invente des trucs. On arrête de recycler en moins bien et en version amaigrie les films géniaux que Cronenberg a déjà réalisés et qui existent déjà. Tu parlais, Simon, de The Substance comme d'un héritier de la veine intellectuelle de Cronenberg. The Substance, faut quand même le rappeler, termine à pour apothéose la naissance d'une créature qui n'est pas une créature cronenbergienne, qui est plus proche, s'il fallait la rapprocher vraiment d'une influence, du Blob ou du cinéma de Brian Usna. En fait, c'est surtout avec tout le désamour que j'ai pour The Substance. C'est une créature fargesque. C'est la créature de Coralie Farja. Elle l'a inventée, elle l'a façonnée, cette créature. Moi, je l'ai jamais vue avant. J'ai jamais vu ces deux actrices fusionner ensemble. J'ai jamais vu ce design. Je l'ai jamais vu utilisé de cette manière-là. C'est nouveau, c'est frais. Tout le film avant ça m'emmerde. Ça me plaît. Ça me plaît parce que d'un coup, je me dis, ok, bah voilà, là, je suis au cinéma dans les années 2020 et je vois un truc qui n'existait pas avant. Je veux dire, pour résumer tout ce qui déraille avec Sanguine, on peut parler, sans en dévoiler les enjeux narratifs, de la séquence finale, qui est le moment où le personnage va, mettre un pied supplémentaire dans la déstabilisation psychologique. Comment ça se traduit à l'écran ? Ça se traduit avec la Snorricam de Darren Aronofsky dans Requiem for a Dream. Et réexplique ce que c'est. La Snorricam, c'est une caméra à très courte focale, directement accrochée par harnais à la poitrine d'un personnage, et donc la caméra bouge exactement de la même façon que le personnage, puisqu'elle est collée à ses mouvements. Ça fait 20 ans que c'est ringard. C'est tellement ringard que même Aronofsky a abandonné cet effet-là après Requiem for a Dream, alors que c'était son mouvement signature. Genre, c'est bon, on peut passer à autre chose maintenant. Donc moi, il va falloir qu'on se décide à un moment sur ce qu'on veut pour l'avenir du cinéma de genre français. Parce que le cinéma de genre français aujourd'hui, il va pas bien. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il va pas bien. The Substance, on l'a présenté à tort et à travers comme, ça y est, le cinéma de genre français, là, il a monté une marche supplémentaire, on a gagné une petite victoire. C'est pas un film français. Voilà, c'est pas un film français, c'est un film réalisé par une Française, mais c'est pas un film français. C'est des capitaux américains qui l'ont produit, fut-il bon de le rappeler. En France, quand on produit du cinéma de genre aujourd'hui, majoritairement, soit on fait, en fait, pas du cinéma de genre, on fait du cinéma social, politique, académique, déguisé à la va-vite en film de genre, soit on fait ce genre de film, c'est-à-dire des films de genre stupides. Parce que c'est un film profondément stupide, qui n'invente rien, qui ne propose rien, et qui, en plus, choisit quand même, parce que le film a besoin quand même d'avoir un petit prétexte politique, il a besoin d'avoir un semblant de propos pour ne pas complètement se foutre de la gueule du spectateur. Donc il va nous dire effectivement, voilà, moi ma maladie, la maladie que je figure dans le film, c'est une métaphore de ce que le travail fait au corps des travailleurs. Des jeunes travailleurs. Quels sont les jeunes travailleurs dans le film ? On a donc le personnage principal qui travaille dans les urgences, dans le milieu hospitalier. On a une meuf qui bosse dans la finance, qui est tradeuse. On a un journaliste, c'est un second rôle joué par Stéphane Crépon. Et puis on a, dans l'ouverture qui sert de teaser au film, d'ailleurs déjà disponible sur Internet, on a un serveur dans un restaurant de fast-food. Ces 4 métiers-là ne sont pas comparables. Ils abîment pas le corps de la même manière, ils n'ont pas le même impact sur les gens qui les pratiquent. Un ouvrier, là, maintenant, au moment où on parle, un ouvrier en France, son espérance de vie moyenne est inférieure à l'âge de départ à la retraite. C'est pas le cas pour un trader, c'est pas le cas pour quelqu'un qui bosse dans le milieu hospitalier, c'est pas le cas pour un journaliste. Donc, il y a un moment, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes conséquences, mais comme le film, en vérité, s'en fout éperdument, la seule chose qu'il veut, c'est faire semblant d'avoir quelque chose à dire, il fout tout ça dans un même sac, il dit, voilà, ça c'est ma métaphore, c'est nul. Bon, alors je vais essayer de conclure en adoucissant un peu tout ça. Il y a effectivement, je suis assez d'accord sur le fait
de dire, et je pense que tout le monde sera d'accord autour de cette table, de dire que Sanguine n'est pas un film parfait. Bien sûr, non, mais je veux dire, mais évidemment, Tu es vraiment l'homme de la concorde. mais attendez, je peux dérouler un peu. Néanmoins, moi, ce que je vois derrière Sanguine, moi, je trouve qu'il y a effectivement, comme le dit Simon, c'est un film qui souffre de son envie de tout faire à tous les endroits, à tous les moments, à tous les plans, dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est un film qui voudrait être à la fois un film avec un propos social, à la fois une vraie bisserie un peu gore, à la fois un film un peu de son temps sur la fluidité sexuelle et amoureuse, à la fois bonne douche, et donc c'est beaucoup de choses en même temps, et tout ça avec pas un très gros budget. Donc l'équation elle est pas simple à résoudre. Moi j'en veux pas du tout à Marion Le Corollaire d'essayer tout ce qu'elle peut essayer, y compris en termes de mise en scène, y compris avec des effets qui sont un peu datés, mais en tout cas on peut pas lui reprocher de ne pas vouloir essayer de faire des choses. Et moi à partir du moment où je comprends que je vais regarder effectivement du cinéma bis, c'est-à-dire quelque chose qui va pousser tous les potards à fond, en vrai, je passe un assez bon moment parce que je m'amuse. Le problème, à mon avis, de Sanguine n'est pas tellement un problème de la réalisatrice, mais un problème de production. Parce que moi, ce que je vois dans Sanguine, c'est des producteurs, effectivement, comme le disait Alexis, encore très frileux sur des images de genre en France, et à qui on dit, et qui demandent, en tout cas qui réclament, quelque chose ou une sorte de recette, de répétition, de réchauffé de ce qu'on aurait déjà vu, c'est-à-dire ni plus ni moins un mélange entre Grave et The Substance. Parce que c'est ça qui reste de Sanguine, c'est qu'on prend un peu à Ducournau, on prend un peu à Farja, on mélange le tout, on fait ça avec un peu moins de pognon, un peu moins de budget, peut-être un peu moins de maîtrise aussi, et on arrive à Sanguine. Et donc le problème c'est ça, c'est-à-dire qu'on cherche, au lieu de chercher à faire émerger des voix, au lieu de chercher de l'originalité, on essaye de faire des recettes un peu réchauffées. Bon, néanmoins, il reste une bisserie assez généreuse à tous les niveaux de son cinéma, et dans lesquels les actrices, les comédiens et les comédiennes font effectivement un peu ce qu'ils peuvent. N'oublions pas que c'est un premier film. Soyons aussi un peu tendres avec ce type de cinéma-là, qui parfois a du mal à exister. Je suis Sophie en train de me regarder, et j'embrasse Mathieu Turi s'il nous écoute. En fait, c'est drôle, j'en ai parlé à Alexis de Mathieu, parce que, mon Dieu, que la critique a été sévère avec lui, notamment sur Gueule Noire. Ah si, non mais fais pas nom de la tête, Simon, t'es d'une mauvaise foi absolue. Toi le premier d'ailleurs. Ah non, on va pas partir sur la mauvaise foi, les gars. Non, t'es d'une mauvaise foi absolue. Tout le monde a chié sur tous les films de Mathieu Turi jusqu'à présent. Tous, sans exception. Voilà. T'es de mauvaise foi quand tu dis que c'est pas vrai. Donc tout le monde a craché sur le cinéma de Mathieu Turi, alors qu'on n'aime pas, ok, mais il n'y a pas eu un geste de il a tenté quelque chose de vraiment original, alors que c'est le cas, et ça me saoule, tu vois. Genre lui, pour le coup, il a proposé un univers bien différent, avec des convocations très singulières, et là, non, parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas cette petite indulgence, tu vois. Eh bien, en tout cas, si vous voulez vous faire votre opinion, vous pourrez vous la faire à partir du 28 octobre, puisque c'est la date à laquelle sort Sanguine de Marion Le Corollaire. Allez, pour finir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti le petit oiseau. Eh bien oui, c'est l'heure de la pause pipi de la critique. Vite fait, mal fait, avec 2 films aujourd'hui. Et c'est Arthur qui s'y colle. Non, pas le petit oiseau. Non, Arthur, non. Pardon, excusez-moi, j'ai pas compris la consigne. L'âge d'or. Second degré, Arthur. Pardon. L'âge d'or de Béranger Thouin. Putain, ouais. Non mais c'est un film qui a un dispositif de maboule. J'ai hâte qu'on puisse en parler plus longuement, parce qu'en gros, Béranger Thouin a passé 10 ans à écrire ce film. Il a écrit le scénario en se basant sur des archives de Gaumont-Pathé qu'il a récupérées, où il a essayé de construire un récit à partir de ce qu'il a pu récupérer, pour conter le parcours d'une femme, une fresque historique vraiment, d'une jeune fille de boucher, de ses 18-19 ans jusqu'à ses 50-60 ans, qui est donc jouée par Souley Yacoub. Et donc le film est un mélange de prise de vue réelle avec une caméra d'époque qui veut ressembler à ce qui se faisait, et d'images d'archives documentaires. C'est d'une intelligence folle, c'est d'une forme unique. On n'a littéralement jamais vu un film comme ça. Ça a évidemment ses faiblesses à plein d'endroits, mais je m'en fous complètement, parce que je suis pris dedans. Il y a un moment où j'oublie le dispositif, où j'oublie qu'à un moment il y a de la fiction, il y a du documentaire, les deux cohabitent ensemble, et le tout est extrêmement moderne pour un film qui veut raconter le parcours d'une femme qui quand même a vécu 2 guerres, a vécu 2 amours déchirés, bouleversés, part de loin pour essayer de monter en haut de la strate
social et avoir des embûches. Ça part de la banlieue parisienne jusqu'à Sao Paulo. Enfin bref, c'est un film d'une ambition folle qui a pris 10 ans, que je trouve dingue et qui est un objet trop rare pour ne pas être souligné. J'ai hâte qu'il ressorte pour qu'on puisse vous en reparler. Je trouve ça dément. Et autre critique à l'arrache, de match de Juan Cabral et Santiago Franco, Arthur. Ouais, alors ça, c'était aussi un film qui m'a fait vraiment de l'œil dès les annonces de Frémo, puisque c'est un documentaire qui revient sur peut-être ce qui est encore à l'heure d'aujourd'hui le match de foot le plus important de l'histoire, à savoir le quart de finale de la Coupe du Monde 86 entre l'Argentine et l'Angleterre. C'est le fameux match où Maradona a marqué de la main. C'est le fameux match qui a permis l'ascension et à la première Coupe du Monde remportée par l'Argentine. Mais c'est aussi, et le documentaire le raconte vachement bien, l'acmé d'un climat conflictuel entre l'Argentine et l'Angleterre, déjà sur le socle sportif depuis au moins 30 ans, mais aussi d'un point de vue diplomatique, puisque 2-3 ans avant, il y a eu une guerre sur les îles Malouines qui sont au large de l'Argentine, entre le gouvernement Thatcher et l'Argentine qui est également dans une dictature militaire. Bref, le film raconte de manière absolument remarquable ça, mais à la forme d'un documentaire Netflix, où on essaie de nous faire de la tension avec de la musique un peu électro, où on nous le découpe de manière un peu bizarroïde, où on nous met des anciens joueurs face à un écran géant, filmé en noir et blanc, où ils regardent les images pour la première fois. Le dispositif, il est chiant, c'est déjà vu, c'est dommage, parce que sur le fond, c'est incroyable, vraiment, vive le foot. Et alors de voir en remasterisé le but de Maradona sur l'écran de Bussy, franchement, mais quel régal. Allez, on termine comme chaque jour par une question envoyée au 3615 sans trucage. Au singulier. À gmail.com. Émilie qui s'inquiète un peu pour nous, j'ai l'impression. Bonjour à toute l'équipe. Tout d'abord, bravo pour la couverture quotidienne du Festival de Cannes. C'est un plaisir de vous suivre. Merci Émilie. Merci. C'est gentil Émilie, merci beaucoup. J'aimerais savoir comment vous faites pour enregistrer les émissions spéciales Cannes alors que vous devez assister à plusieurs projections par jour dans des lieux différents, sans doute pas toujours proches les uns des autres, pour voir des films de durée diverses. Comment réussissez-vous à caler les enregistrements quotidiens dans un emploi du temps aussi changeant et compliqué? Bon courage pour la suite, nous dit Émilie. Merci beaucoup Émilie. Je vais me permettre de répondre parce qu'en vrai, on n'est pas à plaindre. Déjà, je sais que quand on est de l'extérieur et qu'on n'est pas avec nous au festival, on a l'impression qu'on mate 6-7 films par jour. C'est pas le cas. Il y a toujours un créneau, un moment qu'on peut libérer pour enregistrer. Et puis ensuite, il y a la question de la post-production. Et ça, en vérité, vu que j'enregistre tout sur ordinateur portable, il m'arrive assez souvent, après un enregistrement, de prendre mon ordi sous le bras, de foncer voir un film. Et puis, entre deux séances, je me pose au Palais des Festivals pour faire la post-prod. Donc, en vrai, c'est un rythme assez soutenu, assez fatigant sur la durée, c'est clair, mais c'est pas non plus horrible. Et je pense qu'il y a là, au moment où on se parle, des rédactions, et notamment des petites rédactions qui font du print, qui font du rédactionnel, qui elles sont dans un bourbier bien plus vaste que le nôtre. Bien sûr. Et peut-être pour compléter ce que tu dis et compléter peut-être ce qu'attend Émilie, en fait, on se dit pas comment on va faire avec toutes les séances qu'on a, grâce à toi, parce que c'est toi qui as lancé ça. On fait l'inverse, on dit le créneau pour enregistrer, tous les jours ce sera celui-là, et on prend nos projections et on essaye de caler nos projections en fonction de ça. Parce que si on prenait toutes les projections qu'on peut et qu'on essayait de trouver un créneau d'enregistrement, là ce serait la guerre. Bah oui, parce qu'on voit pas tous les mêmes films, donc on n'est pas tous libres au même moment. Donc tout ça est évidemment préétabli. Alors, je veux pas dévoiler la tambouille interne, mais c'est un peu rigolo que ce soit toi, Simon, qui raconte ce détail-là, parce que c'est toi à chaque fois qui chope les séances pendant l'enregistrement et qui doit l'annuler le matin même en disant ah mince, ça colle. Alors je vous l'ai déjà dit, c'est comme ce pêcheur qui attrape un poisson et le remet à l'eau. J'attrape la séance, je fais je pourrais voir ce film, mais non, j'ai enregistré. Mais assister à Simon interagir avec la billetterie cannoise, c'est comme regarder un enfant faire ses premiers pas et caca sur lui en même temps. C'est à la fois émouvant et un peu dégoûtant. Si tu savais, Nicolas, comme je suis impatient qu'on arrive à ce moment du festival où tu perds les voyelles, où tu perds foi en l'humanité parce que tu as vu le film de trop. Mais cette année, je me débrouille très bien. Pour le moment, je tiens. Je te laisse 72 heures. Comme chaque jour, on termine avec notre mail quotidien. Celui de JPP. Jean-Patrick Patoche Doubidou qui nous écrit tous les jours, qui était parti à Mumbai pour le festival de Cannes avec Dominique Strauss-Kahn. Bon bref, et là il est apparemment en train de revenir vers nous. Je vous lis son dernier mail. Je vous assure, je tiens à dire que ces textes ne proviennent pas de nous, que c'est quelqu'un qui nous les envoie véritablement tous les jours. C'est donc Jean-Patrick Patoche, cet homme, cette personne, nous le croyons, existe et nous allons peut-être la rencontrer puisque ce dernier mail se rapproche considérablement de nous. Ça peut même commencer à devenir inquiétant. Cher réalisé sans trucage, sans espace. C'est bon, je suis enfin arrivé.
J'ai eu la chance d'être accueilli par mon grand-oncle de Cannes, Jean Fifou Philippe. Ah, le fameux Jean Jean Fifou. Fifou Philippe Doubidoué. Nous profiterons ensemble du festival, mais pour l'instant, je suis très déçu. Où sont les stars ? Je me rappelle en 2009, quand j'ai eu la chance de remettre la sardine d'argent au festival de Courboison, il y avait des superstars. Patrick Carmouze, Philippe Douste-Blazy, Véronique Jeuneste, Mickaël Vendetta, Serge Churuc, pour ne citer que les meilleurs. C'était pas peu glamour, la courboisette à l'époque. Là, c'est quoi ? On a des Charlotte Johansson. Alors, ça s'écrit Charlotte, C-H-A-R-L-E-T-E. Bon, bref. Tom Cruise, T-O-2-M-E, C-R-O-U-S-E. Et des machins, mais c'est qui eux ? Personne ne les connaît. Gilles Lelouch, déjà lui, rien qu'à son nom, il ne m'inspire pas confiance. Ma question est la suivante. Quel jour Marie-Lise Lebranchu sera là pour faire sa masterclass Master Poulet ? J'aimerais vraiment ne pas rater ça. On se retrouve vite sur le tapis rouge, amicalement Jean-Patrick Patoche, Doubidou avec un T. Alors la masterclass, elle est pas à Saint-Denis, la masterclass sur Master Poulet ? Bah non, à Saint-Ouen. À Saint-Ouen, Saint-Ouen. pardon, excusez-moi. Elle est debout sur les gros pots c'est ça. orange. Tu t'es trompé de destination. Désolé. Moi j'ai hâte de voir son outfit surtout. Marie-Lise Lebranchu. Jean-Patrick Patoche, surtout si vous nous croisez à Cannes. Ne vous manifestez pas. Envoyez-nous un mail pour nous dire je vous ai croisé. Voilà, c'est ça. Ce sera déjà fort sympathique. ou alors prenez des photos en douce si vous nous croisez dans Alors les non, séances. non, surtout pas, Ça, surtout c'est hyper pas. cringe. Tu sais la photo de Sophie qui dort en film non, mais on surtout peut pas voir Sophie, ça. non, mais les Non. photos comme dans Lost Highway, tu sais, tu rentres et à l'intérieur et qui nous filme en train de dormir. Ou les sons de nous aux toilettes. Un cauchemar. Et Dieu sait qu'on les entend beaucoup cette année. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous n'hésitez évidemment pas à nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête sur le Festival de Cannes à notre adresse dédiée 3615 sans trucage. Au singulier. Au singulier. Je dors, mais je suis encore. Hein. Sur Bravo. Internet. À gmail.com, nous essayerons d'y répondre dans la mesure des stocks disponibles. N'oubliez pas, évidemment, Alexis, qu'il y a un code promo si vous n'êtes pas encore Tout à une deuxième, fait. si vous voulez nous entendre le jour même, tout de Tout suite. à fait. Voilà, vous êtes, mais ben dis donc, vous êtes déjà quelques-uns et quelques-unes à avoir utilisé ce code promo. Le lien est dans la description, comme toujours, et c'est le code RSTCAN26, tout en majuscule, tout attaché. Et c'est pendant tout le festival. Exactement. Voilà les amis, on se retrouve demain et gloire à la cringène. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Moi je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, je dois. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester! Allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.